Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette conférence ICM Amos. Je me présente, Robert Cloutier. Je suis le président de la section ICM à Amos. La conférence de ce soir est web diffusée. Ce qui fait que la web diffusée et va rester sur le site de AT360 et sur la page Facebook d'ICM Amos. Ce qui fait que vous pouvez la revoir en différé sans problème. J'en profite justement pour vous inviter à aller visiter notre page Facebook. J'essaye de publier à tous les jours une couple de nouvelles, particulièrement des bonnes nouvelles, au moins une bonne par jour, mais de ce temps-ci, comme le secteur minier va quand même pas si pire, c'est pas difficile. Ça a déjà été un peu plus difficile, mais on en profite. J'en profite pour remercier nos commanditaires. Les commanditaires majeurs sont en avant. Tous les commanditaires étaient sur les PowerPoint qui ont déroulé sur l'écran en arrière et l'écran en avant. Merci, parce que sans vous autres, on ne serait pas capable de faire les activités qu'on fait. La feuille de présence qui circule actuellement, tous ceux qui se sont déjà préinscrits, votre nom est là, sont en ordre alphabétique du prénom. Sinon, ajoutez-le à la fin. Je me sers de ça pour, entre autres, vous envoyer là, le PDF de la présentation. S'il vous plaît, si vous participez pour la première fois, si vous avez une carte d'affaires, profitez de la petite boîte noire, brune qui est en arrière. Là. Mettez une carte d'affaires dedans. Parce que toutes les fois, il y en a que je ne suis pas capable de déchiffrer l'écriture. Il y en a qui sont pires que moi. Je ne pensais pas que c'était possible, mais ça a l'air que oui. Fait que si à un moment donné, vous réalisez « Hey, il ne m'a pas envoyé la présentation », ben envoyez-moi un courriel. OK, je suis rendu à n'oubliez pas d'éteindre vos cellulaires, s'il vous plaît. On se fait tout le temps pogner pareil. Coupez le son. Oui, vous l'aviez tout fait. Oui, hein, Jean-Pierre, exact. Je pense que tu l'avais compris, mais tu ne m'avais pas écouté. La conférence de ce soir est donnée par M. Daniel Paré, directeur corporatif chez Agnico Eagle. M. Paré est diplômé de l'École polytechnique de Montréal en génie minier. Il a débuté comme stagiaire aux mines Célène en 2000, puis en 2001, il a débuté à la mine Géant Dormant de Cambiard comme mineur, puis superviseur sous terre. De 2003 à 2007, il a travaillé à la mine Doyon de Cambiard-Yamgold comme ingénieur de production, superviseur sous terre et capitaine de production et développement. De 2007 à aujourd'hui, M. Paré a occupé plusieurs rôles au sein du complexe minier La Ronde et Goldex d'Agnico Eagle, notamment à titre de directeur général. Daniel. Merci pour la présentation. Merci à tout le monde d'être là aujourd'hui. Ça sonne-tu correct? Non? Oui? Ouais, OK. On va être obligé de mettre la couronne. OK. Ça marche-tu? Oui. OK. Pas très confortable, mais... OK, je vais essayer de m'habituer. Donc, merci à tout le monde d'être là. C'est ça, aujourd'hui, je suis venu vous parler un petit peu d'Agnico Eagle. Ceux qui étaient à Val-d'Or hier, dans le cadre de la Chambre de commerce, il y a un bout qui va ressembler beaucoup à ce qui était présenté. Par contre, on a ajouté une portion innovation et technologie qu'on fait présentement à la Ronde. Donc, si on commence, le titre de la présentation, c'est le juste équilibre entre la croissance et la gérabilité. En fait, c'est un peu notre mission comme compagnie pour les prochaines années. Trouver le juste équilibre entre la croissance et la gérabilité. Ce qu'on veut, en fait, c'est pas tomber dans le panneau de faire de la croissance à tout prix, faire des mauvais investissements. On pense qu'on a entre nos mains, dans nos projets, assez de potentiel pour faire notre propre croissance. Puis c'est un petit peu ça que je vais vous présenter aujourd'hui, surtout concentré au Canada peut-être. Énoncé prospectif, je vais vous laisser lire ça, ceux qui vont vouloir le lire. Donc, ma présentation, elle va se séparer peut-être en 3 parties. Je vais vous parler de mine Agnico Eagle, donc portrait général de la compagnie.
Ensuite de ça, je vais vous parler de nos activités de croissance au Canada, Abitibi, Kirkland Lake, Nunavut. Puis, une dernière portion, je vais vous parler des enjeux et des innovations qu'on met en place présentement à la mine LaRonde. Si c'est pas assez fort en arrière, vous me le direz, mais j'ai l'impression que c'est assez fort. On croit à l'importance du développement économique de la région. Agnico Eagle, on est établi en région depuis longtemps. On a présentement la mine LaRonde, mine Goldex, mine Lapa qui vient de terminer, une portion canadienne Malartic. Donc, ça fait longtemps qu'on est installé en région. Puis, on croit qu'on peut être encore là pour plusieurs années, participer au développement puis à l'essor de la région. Donc, c'est quoi Agnico Eagle aujourd'hui? On a plusieurs mines. On a plusieurs mines en opération. On parle de 8 mines. La première, c'est Kittilä en Finlande. On jasait tantôt avec certains d'entre vous qui sont allés visiter cette mine-là. C'est une mine qui est en opération depuis une dizaine d'années. Au niveau du Mexique, on a 2 opérations présentement, Pinos Altos et La India, qui sont quand même assez près l'une de l'autre. Au Québec, LaRonde, Goldex, la moitié de Canadienne Malartic avec notre partenaire qui est Yamana, puis on avait Lapa qui a terminé au 31 décembre 2018. Ensuite de ça, au Nunavut, on a Meadowbank qui est en opération depuis plusieurs années, qui va terminer la production cette année. Ils vont transitionner vers la mise en production d'Amarouk, qui est à environ 50 km, 60 km de Meadowbank. Et puis, on a Meliadine, qui est en construction depuis quelques années. On a coulé les premières onces en février. Donc, on va tomber en production commerciale probablement au deuxième quart avec Meliadine. Donc, on parle de 9 900 employés à travers nos opérations, à travers le monde. Notre production en 2018, 1,6 million d'onces d'or au niveau de la compagnie. Notre objectif, on parlait de croissance tantôt, c'est de s'en aller vers 2 millions d'onces d'or en 2020 à travers les opérations qu'on a déjà. Au niveau de la fréquence d'accident avec perte de temps, pour l'ensemble de la compagnie, on a une fréquence de 1,27. Je dirais qu'on n'est pas les meilleurs au monde, mais on est quand même dans le peloton de tête avec une fréquence à 1,27. Puis depuis 7-8 ans, notre fréquence est toujours en réduction. Donc, il y a beaucoup d'efforts qui sont mis dans toutes nos divisions pour atteindre ces chiffres-là. Les retombées socio-économiques en Abitibi-Témiscamingue. Donc, si on prend les 4 premiers points, c'est seulement que les mines d'Agnico Eagle qui étaient 100% à nous. Puis la boîte en bas, c'est la contribution de Canadienne Malartic en région. Donc, ça s'additionne à ce que vous voyez en haut. Donc, vous voyez, masse salariale en région, on parle de 232 millions de dollars. Achat de biens et services à travers 400-500 fournisseurs en Abitibi de toutes sortes. On parle de 500 millions de dollars qui est investi à travers l'Abitibi, soit pour nos mines en Abitibi ou pour nos mines au Nunavut. Taxes municipales, 1,7 million. Redevances minières, 44 millions. Ça, c'est seulement pour l'année 2018. Canadienne Malartic, c'est des chiffres qui sont coupés en deux parce que l'autre portion, c'est Yamana. Donc, masse salariale de 52 millions. Achat en biens et services, 220 millions. Taxes municipales, puis vous voyez redevances de 34. Donc, redevances de Canadienne Malartic total en 2018, c'était à l'entour de 68 millions. Je pense que c'est la première année depuis un bout que c'est une mine d'or qui est tombée numéro 1, je pense, au niveau des redevances. Ça a souvent été les mines d'affaires de la Côte-Nord qui payaient le plus de redevances. Activité et croissance, on va passer un petit peu nos opérations en région avec les projets de croissance qu'il y a à travers chacune de ces opérations-là. Donc, je disais tantôt qu'on a fait 1,6 million d'onces d'or l'année passée. On veut en produire 2 millions en 2020. Mais ça passe par nos projets du Nord, mais ça passe aussi par des projets qu'on a en région. Première mine, mine Goldex, dans laquelle j'ai travaillé pendant 5 ans. Mine d'or souterraine mécanisée. C'est une mine d'or, je dirais, quand même assez efficiente ou efficace. On mine sous terre à 39$ la tonne avec du remblai.
ça comprend les coûts d'usinage, les coûts d'environnement. Donc, c'est une mine qui est quand même à très beau coût. On a une teneur qui est alentour d'un point, moi je dirais entre 1,5 et 2 grammes tonne, ce qui est relativement bas pour des mines d'or souterraines. Donc, ça prenait une efficacité au niveau de la mine. 120 000 onces de produits en 2018. Goldex, quand on a démarré la mine Goldex et qu'on l'a opérée dans les années 2010, on parlait de 300 personnes. Aujourd'hui, c'est 600 personnes qui travaillent au complexe Goldex. On est en opération depuis 2008. On avait fermé la mine Goldex en 2011. On avait eu un épisode où on avait eu une problématique au niveau de notre contrôle de terrain. On a redécollé en 2013. Puis aujourd'hui, on parle d'une durée de vie de mine qui nous amène en 2026 pour Goldex. Je vais vous parler sur la prochaine slide des projets qu'on a pour peut-être étirer ça. Donc, Goldex, une mine en ville, je vais dire à Val-d'Or. On est près du pont Thompson. Donc, on a des pratiques qui sont peut-être différentes ou en tout cas exemplaires. Au niveau on n'a pas de parc à résidus près de la mine. On avait fait un partenariat avec le MRN, qui était le ministère de l'Environnement, pour restaurer le site Manitou. Donc, on va déposer nos résidus là-bas, nos résidus qui sont pas générateurs acides. Fait qu'on est en train de faire de la restauration à Manitou avec les résidus de Goldex. Si on parle des projets miniers qui sont à Goldex, aujourd'hui, je vais dire au début de la mine Goldex, on a miné ce qu'on appelait le GAZ. C'est avant 2011. On a dû arrêter de miner en 2011. Quand on a redémarré la mine, on a redémarré avec les zones M et E, les deux zones en grise. Puis aujourd'hui, il y a encore de la production dans les zones M et E, mais ce qu'on mine, c'est la zone, ce qu'on appelle Deep 1. C'est ça qui va nous amener en 2026 pour l'opération de la mine Goldex. Au-delà de ça, si on regarde la continuité en profondeur, présentement, on fait des forages d'exploration dans ce qu'on appelle Deep 2, qui est la continuité de Deep 1. Donc, c'est possible de penser qu'on pourrait miner au-delà de 2026 en allant plus profondément. Là, on parle d'environ peut-être 1,3 km, donc en bas d'1,3 km. Donc, Deep 2, Deep 1, c'est pratiquement des teneurs d'1,6, 1,7 grammes-tonne. L'autre potentiel qu'on a à Goldex, c'est la zone sud. Je vais prendre ma bouteille un peu. Excusez. Zone sud, c'est une zone qui est parallèle à ce que vous voyez là. Donc, je pourrais l'imager que peut-être quelques 50 mètres parallèle à ce que vous voyez là. Donc, c'est proche de nos infrastructures. Fait que là aussi, présentement, on fait du forage. C'est plus haut de teneur, mais c'est plus mince. Fait qu'on ne minera pas à 39$ la tonne dans cette zone-là. Fait que ça prend de la teneur. Donc, mais présentement, on a identifié ça comme un bon potentiel. Puis il y a aussi notre projet à Casaba Ouest, qui n'est pas nécessairement direct sur la propriété de Goldex, qui est plus en s'en allant vers Montréal à une trentaine de kilomètres de Goldex. Donc, ça pourrait être une petite fosse à ciel ouvert qui serait camionnée jusqu'à Goldex, usinée à Goldex. Donc, encore là, ça c'est trois secteurs qui nous permettent de penser qu'on pourrait améliorer puis étirer notre vie de mine à la mine Goldex. J'ai des questions au fur et à mesure, on peut en prendre aussi à la bonne franquette. Complexe minier La Ronde. Complexe minier La Ronde, ben, c'est un petit peu la fondation de la compagnie. C'est à partir de là, je dirais que depuis les 30 dernières années, c'est à partir de Mines La Ronde et des revenus de Mines La Ronde qu'on a pu développer nos autres mines. Mines La Ronde est en opération depuis plus de 30 ans, là, depuis 1988. On a atteint la production du 5 millionième once d'or à La Ronde en 2016. Donc, 5 millions d'onces d'or pour une mine souterraine, c'est quand même un gros jalon. Pour un open pit comme Malartic, ils sont à la veille, eux autres, même si ça fait moins longtemps, là, ils sont à la veille de le produire parce qu'ils produisent beaucoup d'onces par année. C'est du gros volume. Mine La Ronde, vous voyez, en 2018, on a produit 360 000 onces d'or, donc ça a été un gros contributeur pour Agnico Eagle. On parlait de 600 emplois à Goldex. Mine La Ronde, on parle de 1300 employés présentement qui travaillent sur le complexe. Mine La Ronde, j'ai été là aussi pendant 5 ans.
Présentement, la durée de vie de mine La Ronde, on parle de 2025, mais là aussi, on a dans notre terrain de jeu des secteurs que je vais vous présenter qu'on regarde à mettre en valeur puis en production. Mine La Ronde, ça fait 30 ans. Oui. Présentement, je vais dire 3 km pour faire un chiffron. On mine à l'entour de ça. Fait qu'on est la mine la plus profonde des Amériques. C'est le fun à dire, mais mettons, on aurait aimé mieux que ce gisement soit plus près de la surface, mais là, il est à 3 km. Oui, c'est ça. Fait que mine la plus profonde des Amériques, pour se rendre là à 3 km, on a 2 puits, un ascenseur de 2 km. On transfère dans un autre ascenseur de 800 mètres, 2,8 km. Ensuite de ça, on a un système de galeries puis de rampes qui nous amène dans notre gisement. Oups. Donc, système de ventilation, c'est important. Système de climatisation aussi, c'est important. À 3 km, la roche, elle a une température de, je me souviens bien, c'est alentour de 35-40 degrés. Donc, il faut climatiser pour avoir des endroits de travail qui sont adéquats pour tous les gens qui travaillent là. Donc, en capacité de climatisation à La Ronde, on a des climatiseurs en surface, on a des différents stages en descendant. On a une capacité de climatisation qui équivaut à une centaine d'arénas. Fait que c'est tout un entretien. On a beaucoup de frigoristes qui travaillent à la mine, juste pour ça. Malgré les défis des bonnes performances au niveau santé-sécurité à La Ronde, là, on est en bas de 1 depuis 2 ans. Par contre, il y a un volet innovation qu'on se doit d'intégrer dans notre opération présentement si on veut penser compléter le minage à 3 km puis aller peut-être plus creux, ce que je vais vous présenter un peu plus tard dans la présentation. Donc, puis tout ça, c'est fait avec des gens de l'Abitibi, donc des idées qu'on est allé voir ailleurs, qu'on a importé, la climatisation, les treuils avec des facteurs de sécurité différents, du monitoring de plus, des choses qu'on est allé voir ailleurs, mais qui ont été importées ici par des gens de l'Abitibi. Donc, je suis très fier de ça. Ensuite de ça, les projets qu'on a à La Ronde, si vous voyez ici, c'est la route 395, donc on s'en va vers Amos. D'un côté de la route, on a le puits Penna. Puits Penna nous amène à notre gisement à La Ronde. Fait que la partie supérieure du gisement de La Ronde est environ à 1 km. Elle a été minée jusqu'à, on va dire, 2,5 km. Et présentement, on exploite la portion 2,5 à 3 km. Donc, la dernière tranche en jaune ici. Ce que vous voyez en gris, c'est les anciennes du Mogami, Bousquet 1, qui ont été exploitées. En jaune ici, c'est la mine, la zone 5, LZ5. La ronde zone 5, c'est ça qu'on a mis en production l'an passé. Donc, on avait, avec la fermeture de l'APA, une disponibilité à l'usine pour usiner du minerai. Ça nous a permis de décoller ce petit projet-là. Donc, présentement, avec les réserves qu'on avait, la durée de vie de la zone 5, ça se terminait en 2025, en même temps que la ronde. Ça prenait une synergie des deux opérations. Les projets qu'on a sur la table, on a la ronde 3. La ronde 3 qu'on a décidé d'inclure dans nos réserves cette année. La ronde 3, on inclut la portion 3,1 à 3,4 km. Donc, ce qu'on est en train de faire, c'est d'introduire une tranche de 300 mètres dans notre plan de minage qui va nous amener probablement en 2028-2029. Fait que, parallèlement à ça, si on pense d'étirer la ronde jusqu'en 2028, il y avait une continuité de la minéralisation aussi à la zone 5. Donc, on va probablement étirer la zone 5 d'un autre 3-4 ans là aussi. Donc, c'est tous des projets qui sont sur la table à dessin présentement. Puis aussi, on a le projet de la zone 11-3. La zone 11-3, c'est sur l'ancienne, en dessous de l'ancienne Bousquet 2. C'est la tache mauve que vous voyez là. Donc, il y a un potentiel de 100-150 000 onces dans ce coin-là on a commencé l'excavation pour la réhabilitation de galeries pour aller accéder à ça. C'était en noyer, c'était une vieille portion de la mine. Donc, on va réaccéder, puis on va probablement éliminer ça, puis inclure ça à travers les tonnes de la ronde. Donc, Goldex a ses projets, la ronde a ses projets aussi. Ce qu'on veut, c'est de croître à travers nos propriétés. Puis si je reviens un peu là, c'est ça. Gisement de la ronde,
la route 395, l'usine, l'ancienne Bousquet 2, puis il y en a peut-être qui étaient là dans le temps, l'ancienne Bousquet 1, c'est sous la zone 5 en fait. Il y avait une fosse qui était exploitée dans le temps, donc ce qu'on mine présentement, c'est la continuité de l'ancienne fosse, mais avec des méthodes de minage en souterrain. Mine Lapa, une belle histoire qui se termine bien. Lapa a opéré pendant, je vais dire, 9 à 10 ans. Lapa, avec le plan de minage qu'on avait là, on devait terminer l'opération en 2015. On a réussi à étirer cette production-là pendant 3 ans. Ça, c'est grâce au travail des gens qui étaient là. On est allé récupérer toutes les extensions de zone, tous les petits bouts de zone qu'on avait qui étaient payants. Par contre, au 31 décembre 2018, on a arrêté la production. Donc, la production s'est terminée complètement. Les travaux qu'on fait présentement, là-bas, il reste des petites équipes pour le démantèlement des équipements. On a peut-être terminé le démantèlement des équipements mobiles, les scoops, les boulonneuses, tout ça. Ce qui nous reste, c'est on ramasse qu'est-ce qu'il y a ramassé au niveau des installations électriques, des ventilateurs. On ressort ça et on envoie ça dans nos autres opérations. Donc, probablement que d'ici le printemps, on va avoir terminé tout ce qui est logiquement démantelable de sous terre. Puis ensuite de ça, on va pouvoir arrêter le pompage. Puis la mine va se réennoyer. Donc, Mine Lapa, ça a été une belle histoire. Le fait que ça l'étire de 3 ans, ça nous a permis de faciliter la transition pour tout notre personnel. Je vous ai parlé de la zone 5 tantôt qu'on vient de décoller, mais ça a ouvert des emplois là-bas pour transférer ces gens-là. Ça a facilité tous les transferts aussi vers le nord, vers Méliadine qui avait des besoins. Fait que c'est 100% de nos employés qui ont été relocalisés. Puis même les entrepreneurs, je vous dirais que c'est peut-être pas 100%, mais presque 100% des entrepreneurs. Oui, dans un contexte où la main-d'œuvre est plus rare, c'est important. Avoir fermé en 2015, on aurait eu un gap, je vais dire, avec le démarrage de ces opérations-là. Fait que ça a été payant pendant 3 ans. Ils ont fait, on la tenait pas ouverte pour le fun, mettons. Ils ont eu des revenus pareils, des bons revenus, mais ça a permis de tout faciliter ça. Fait que on a réduit la cadence un peu. Mais ça nous a permis ça, puis d'intégrer tous ces gens-là dans nos autres opérations. Fait que notre objectif, c'est probablement de fermer le sous-terre d'ici le printemps. Après ça, ça va être l'ennoyage. Après ça, on va tomber dans le début du démantèlement de nos installations de surface. Mais l'installation de surface, on a un garage, on a un chevalement. On avait une petite empreinte, là, je vais dire, en surface, parce que l'usine est à la ronde. Tout le minerai de Lapa était camionné à la ronde. Donc, le démantèlement ne devrait pas être trop compliqué. Puis on s'attend qu'en 2022-2023, il ne restera plus rien là-bas. Même le tas de stériles que vous voyez peut-être du long de la 117, on va le camionner à la ronde pour faire des travaux au niveau de nos parcs à résidus. Donc, on va avoir besoin de toute cette roche-là. Fait qu'il ne devrait rester rien. L'empreinte devrait être minimum à Lapa. Ensuite de ça, si on parle... si on se tasse un petit peu plus en Ontario, du côté de Kirkland Lake, quand nous autres, on a fait l'acquisition de Canadienne Malartic avec Yamana en 2014, il y avait des propriétés qui sont venues avec ça. Dans le coin de Kirkland Lake, là, on parle de Upper Beaver, Amalgamated Kirkland, puis Upper Canada. Donc, un paquet de propriétés. Il n'y avait pas de mine en opération. Il y a eu des mines dans le passé là-dessus. Mais on détenait ça à 50% avec Yamana. Ce qu'on a fait en 2018, c'est qu'on a racheté l'autre moitié à Yamana pour tomber unique propriétaire de ces propriétés-là. Donc maintenant, ça va être peut-être plus facile d'aller à notre rythme au niveau de l'exploration, des études, puis peut-être de la mise en production de ce secteur-là. Donc c'est ça. Fait que Upper Beaver, c'est une mine qui a déjà existé. Il reste de la ressource dans ce coin-là. Il y a de l'or, il y a du cuivre aussi à travers de ces gisements-là. Donc, présentement, ce qu'on fait, c'est de l'exploration Upper Beaver, Upper Canada. On parle d'un potentiel d'opération souterraine. Il y a peut-être un potentiel de synergie entre les deux opérations. Fait que présentement, on fait du forage, on définit ça. On fait parallèlement à ça des études techniques, voir s'il y a une rentabilité à faire avec ces projets-là.
Puis, ça pourrait être un projet qui pourrait aller de l'avant d'ici quelques années si toutes les études sont positives. Donc, un autre beau projet. Si on se déplace vers le nord maintenant, on parle de Meadowbank, Meliadine. Vous voyez Val-d'Or, Montréal. Fait qu'on se tasse vraiment vers le nord. Là, on est en haut de la pointe du Québec. Donc, si on zoome sur cette portion-là, vous voyez Meliadine ici. Meliadine qui vient de démarrer la production, qui va être une mine souterraine, qui est plus proche, je vais dire, de la baie du Tusson. Oups. Qui est plus proche de la baie du Tusson. Mais Meadowbank, qu'on avait accès, on a envoyé notre matériel avec des bateaux à partir de Bécancour. Les bateaux arrivaient là. Ensuite de ça, on avait des barges qui amenaient le stock jusqu'à Baker Lake et ensuite jusqu'à Meadowbank. Meadowbank, on opérait là depuis, je vais dire, environ, on va dire 2010, peut-être qu'on a opéré là, 2010-2012 jusqu'à aujourd'hui. Meadowbank va terminer sa production cette année, puis on va transitionner vers Amaroq, qui est un dépôt satellite. Je vais vous en reparler. Meliadine, présentement, on commence la production, donc on anticipe produire 5,7 millions d'onces d'or sur une période de 15 ans. Donc aujourd'hui, on pense qu'on a 15 ans de vie de mine, avec une production annuelle d'environ 400 000 onces par année. Ce qu'on a investi à Meliadine dans les 2 dernières années, c'est 900 millions pour la construction du projet de Meliadine. Puis je parle pas des investissements qui ont été faits sous terre avant ça pour la rampe et tout ça, là. Donc c'est des gros investissements qui sont faits dans une région nordique. Je dirais que par contre, si je reviens à cette slide-là, on détient beaucoup de claims, beaucoup de propriétés dans ce secteur-là. Fait qu'on a bâti un projet aujourd'hui qui a coûté 1 milliard ou environ 1 milliard pour produire les 15 prochaines années, mais ce qu'on veut, nous autres, c'est d'être là pour plusieurs décennies. Il y a un potentiel géologique, on a acheté plusieurs terrains là-bas. Ce qu'on veut, c'est d'être là pour 10, 15, 20, 30 ans dans ce secteur-là. C'est-tu quelque chose que transporter vos équipements plus vers une mine ou les mines sont assez, ou les claims sont assez proches pour pouvoir toujours utiliser l'infrastructure sur place? Présentement, on a construit l'usine dans le secteur où la mine souterraine est située, mais on a un potentiel d'étirer, de faire de l'exploration alentour de ça. Là, ça pourrait peut-être amener d'autres exploitations dans le futur qu'il faudrait peut-être camionner, mettons, là. Mais on reste dans un secteur de, je sais pas, peut-être, si je me souviens bien, c'est 80 km qu'on a là-dedans, là. Fait que c'est l'équivalent en distance peut-être d'une feuille de Cadillac qu'on a en propriété. Fait que notre rêve, c'est de développer ça. Oui, c'est ça. C'est des secteurs qui sont très peu explorés à cause de la complexité de se rendre là et d'opérer là-bas. Il faut penser que tout le réseau routier du Nunavut, c'est le Agnico, les gens de l'Abitibi qui ont travaillé à développer ça. Donc, il n'y a pas d'électricité. On génère notre électricité par du fuel ou du diesel qui est emmené là-bas par bateau. Donc, il faut être autonome pour ces camps-là. Un petit peu ça pour Meliadine. Meliadine, c'est une photo aérienne du site de Meliadine en septembre 2016, donc les camps d'exploration à ce moment-là. 2 ans plus tard, en septembre 2018, vous voyez la construction qui a été faite là. Fait que tout le matériel a été amené là-bas avec les bateaux. Donc la saison des bateaux non plus, c'est pas à l'année longue. On a 3 mois l'été pour charrier notre stock. Fait qu'il faut que ça soit planifié beaucoup d'avance. Puisque tu as oublié, mais après ça, c'est par avion. Donc, c'est pas le même tarif pour amener le matériel par avion. Donc, faut que ça soit bien planifié. Amaroq, je vous ai parlé que c'est le gisement satellite de Meadowbank. Meadowbank va s'éteindre cette année. On va continuer l'opération de l'usine à Meadowbank avec le gisement Amaroq. Donc, c'est un dépôt satellite situé en ligne droite, je vais dire peut-être environ 50 km. Avec la route, c'est 60 quelques kilomètres. On a quelqu'un qui travaillait sur la route tantôt. C'est 64,5 km, tu disais? Donc c'est ça. Meadowbank, on parle de 2,9 millions d'onces d'or. Donc, on parle d'étirer la durée de vie de l'opération d'environ 6 ans.
Ça, c'est ce qu'on a dans notre plan présentement. Puis, au-delà de ça, on regarde présentement le potentiel sous terre à Amarouk. Donc, on a des foreuses, on a décollé une rampe d'exploration. D'ici la fin de l'année, ou d'ici le 4e quart, on espère d'avoir des études suffisamment positives pour dire qu'on pourrait avoir une opération souterraine aussi à Amarouk. Donc, c'est ça. Utilisation des camps. Il y a eu des camps qui ont été construits au bout de cette route de 60 km-là pour pouvoir opérer là-bas. Des camions de transport pour les longues distances. Donc, le minerai de la mine va être transporté avec des camions double benne, je vais dire, comme vous voyez là. Ça, c'est des camions qui ont été préparés à Amos au centre du camion. Donc, il y en a 16 à livrer cette année. Puis c'est eux autres qui vont s'occuper de charrier environ 9000 tonnes par jour vers l'usine de Meadowbank. Ensuite de ça, ben c'est ça. À Amarouk, on parle de la production commerciale en Q3 cette année. Méliadine, on disait production commerciale au 2e quart. On a déjà commencé à couler des onces, mais pour atteindre la production commerciale rentable, ça va probablement être au 2e quart. Puis à Amarouk, on parle de 1300 employés du renfort de construction. Donc, c'est beaucoup de monde à loger, à nourrir dans cet environnement-là. Fait que là aussi, on parle de 2026, sans le sous-terre. Si on pouvait avoir une portion souterraine, peut-être qu'on pourrait penser tirer un peu à Amarouk. Donc, je reviens à notre stratégie tantôt. On ne voulait pas tomber dans le piège comme compagnie de vouloir croître à tout prix, parce que c'est souvent là qu'on est porté à faire des erreurs au niveau de nos investissements comme compagnie. Là, présentement, avec ce qu'on a dans nos mains, nos mines, nos projets, on va passer de 1,6 million d'onces d'or en 2018 à probablement 2 millions d'onces d'or en 2020. Donc, avec nos assets, en investissant à travers nos mines, on va probablement créer de la valeur. Aussi, on va continuer de faire de l'exploration. Présentement, notre budget d'exploration, seulement pour 2019, c'est 100 millions de dollars qu'on va investir en Abitibi, au Canada, en Finlande, au Mexique, à travers nos différentes propriétés. Donc, 100 millions au niveau de l'exploration. Excusez. Au-delà de 2020, on pense qu'on a un autre potentiel, probablement de 15% d'augmentation au niveau de notre production. Fait que ça pourrait nous amener à 2,3 millions d'onces d'or 2023-2024, seulement qu'en investissant dans les projets qu'on a dans nos mines. Donc, c'est ça qui est le plus, on va dire, le plus payant peut-être de faire, c'est de développer ou de continuer à grossir les assets qu'on a déjà. Puis à Nico, au-delà des assets qu'on a déjà, on fait aussi des investissements dans des compagnies juniors d'exploration. C'est pas impossible aussi qu'on fasse des acquisitions à un moment donné de petits projets. Mais la stratégie d'Agnico, ça a longtemps été, ou ça a toujours été d'investir dans le forage, investir tôt dans les projets. Donc, quand les projets sont petits, les projets sont au stade de l'exploration. Puis, on va dire presque toujours construit nos mines. Acheter une mine toute faite, je ne dis pas qu'on le fera jamais, mais ça n'a jamais été vraiment dans la stratégie. On préfère, nous autres, construire nos mines. On a cette capacité-là avec nos gens au niveau technique de construire les mines. Puis pas nécessairement donner ça à des externes, mais s'impliquer aussi au niveau de la construction. Donc c'est ça. Fait que c'est un petit peu notre stratégie pour les prochaines années. Je ne sais pas s'il y avait des questions là-dessus avant qu'on tombe plus dans la partie innovation technologie. Le son est encore bon en arrière, Robert? Oui. OK. Donc, ça, c'est la présentation qui a été faite un peu dans le cadre de la Chambre de commerce à Val-d'Or cette semaine, qui va être faite probablement à Rouen aussi dans les prochaines semaines. Je ne me souviens pas c'est quand. Pour Amos, on avait demandé de présenter un petit peu la stratégie La Ronde 4.0. Donc, qu'est-ce qu'on fait au niveau de l'implantation de la technologie à La Ronde? Comment on fait ça? Puis pourquoi on fait ça, en fait? Donc, si on parle... je vais commencer par la technologie La Ronde 4.0. On parle d'industrie 4.0. L'industrie 4.0, c'est l'intégration de l'intelligence artificielle, les communications cellulaires, l'automatisation sous terre. Donc,
c'est l'intégration de tout ça ensemble. Il y a eu l'industrie 1.0 qui était plus la mécanisation, la production en chaîne, tout ça. Quand on parle de 4.0, c'est l'intégration de toutes les technologies pour faire opérer nos machines. Donc, l'élément déclencheur de ça, je vais commencer par vous parler de la ligne en rouge, là. La ligne en rouge, c'est les tonnes par jour qui ont été minées à la ronde depuis 2005. En 2005, la ronde, c'était une mine de 7200 tonnes par jour. On avait une réalité plus facile, peut-être, plus près de la surface. Notre minerai était plus pesant aussi. Aujourd'hui, en 2018, on est rendu dans l'ordre de 6000 tonnes par jour. Donc, on est plus creux, on a moins de temps effectif pour travailler. Notre minerai il est moins dense, il est plus léger aussi. Donc, c'est une réduction de presque 1000 tonnes par jour, là. Puis en bleu, ce que vous voyez, c'est nos coûts à la tonne. Donc, vous voyez qu'en 2005-2006, on était alentour de 60 piastres la tonne. Aujourd'hui, on est à 110, puis même l'an passé, 120 piastres la tonne pour l'opération à la ronde. Donc, il y a une portion de ça qui est attribuable au fait qu'on fait moins de tonnes, mais aussi, miner creux, ça coûte cher. C'est le fun de dire qu'on mine à 3 km, mais ça coûte plus cher un peu. Donc, ce qu'on veut, nous autres, c'est déjà se mettre en mouvement pour dire qu'est-ce qu'on peut faire pour être encore en vie dans 5 ans, dans 10 ans, au niveau de la ronde. Donc, ce qu'on a fait, les constats, on veut essayer de faire plus de tonnes par période de 24 heures. Comment on peut arrêter la décroissance des tonnes par jour? On peut-tu se ramener ou maintenir à 6000 tonnes par jour ou se ramener à 6500 tonnes par jour peut-être? Avoir plus de temps effectif sous terre. L'autre constat qu'on a fait, c'est à un moment donné aussi, on peut améliorer la condition de travail des gens qui travaillent à la ronde. Opérer à distance, peut-être se tenir un peu plus loin de la chaleur, loin de la sismicité, loin de nos contraintes qu'on a. Donc c'est ça c'était ça le constat de départ, puis on a dit, OK, ça va passer par les technologies. Donc, on travaille ça depuis quand même, je vais dire 2015. 2015, on est allé visiter différentes mines, en Australie, en Finlande, notre mine, en Ontario. On a fait l'analyse des technologies qui étaient disponibles. Avec ça, en 2016, on a décidé de solidifier notre réseau de communication, qui était plus Wi-Fi, on a du liquid feeder sous terre pour nos radios. Puis on a fait le début des tests LTE en 2016. On a dit que c'est une technologie qui marche en surface, qui va bien. Pourquoi qu'on n'essaye pas d'implanter ça sous terre? Mais on était les premiers. Fait que quand tu es les premiers, tu fais des essais et erreurs. Oups. Donc, c'est ça qu'on a fait à partir de 2016. On voulait faire de l'opération à distance. L'opération à distance, ça fait 15 ans que ça existe, des scoops ou des drills qui sont opérés à partir de la surface. Pourquoi qu'on le fait pas? Pourquoi que les mines ne font pas tout ça? En fait, c'est un problème au niveau de l'efficacité de la communication. Le réseau Wi-Fi, il y a des limites. La couverture sous terre, on n'est pas bien couvert. Donc, c'est pour ça que ça n'a jamais marché si bien que ça. Mais par contre, on avait la volonté de faire de la téléopération. Quand je vous parlais tantôt d'augmenter les tonnes par jour, on veut augmenter le temps qu'une personne peut travailler ou que nos machines peuvent travailler. Là, présentement, on a 2 quarts de 10 heures par jour. Donc, le gars prend la cage à 7 heures le matin, ça lui prend une demi-heure, 45 minutes, faire les 2 shafts, se rendre à sa place de travail. Puis à la fin du quart, il y a encore une demi-heure, 45 minutes. On a 2 heures entre les quarts où il faut laisser évacuer les gaz, qu'on n'a personne sous terre, puis on reproduit ça. Fait que le temps effectif sur une période de 24 heures, c'est pas 24, c'est peut-être alentour d'une quinzaine d'heures, 10 à 15 heures. Donc, comment on peut rentabiliser ces heures-là puis essayer de maintenir nos tonnes? C'est peut-être en faisant travailler nos machines à partir de la surface. C'est pour ça qu'on a décidé de s'en aller vers cette technologie-là. Donc, c'est ça. Le plan de match, déployer un réseau LTE. Je vous dirais que dans la ronde, à 3 km, on a dit on ne choisit pas la mine la plus facile pour déployer puis tester du LTE. On avait la chance de démarrer la mine LZ5 en même temps, près de la surface, une rampe neuve. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à installer notre réseau LTE à LZ5, puis on a fait nos tests dans cette portion-là. Mais l'idée, c'était de rentabiliser cette technologie-là dans la mine à 3 km. Donc,
un paquet d'étapes au niveau du plan de match, un paquet d'idées aussi, parce que quand on s'est mis à regarder ça, là, il pop des dizaines et des dizaines d'idées potentielles qu'on peut introduire dans notre opération. Mais à un moment donné, on n'a pas du monde pour tout faire ça, puis on n'a pas les moyens non plus de tout faire ça en même temps. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a séquencé notre plan de match, on a mis ça dans le temps avec les gens que ça prenait. On pensait que ça nous prenait pour faire ça, puis les capitaux que ça nous prenait pour faire ça. Donc, depuis 2017, on est en marche au niveau de l'implantation du LTE et de l'automatisation. Il y a des défis qui viennent aussi avec ça. Implanter du LTE, ben, c'est une gestion du changement au niveau de l'opération. On est habitué de descendre, aller opérer nos machines. Là, on commence à avoir des opérateurs en surface. Donc, on ne parle plus de chauffer un scoop, on parle de opérer un ordinateur, être capable de faire des changements sur l'ordinateur. Au niveau de l'entretien, c'est la même chose. Les besoins sont différents. C'est pas que de l'hydraulique. Il y a maintenant plus d'électronique, plus de maintenance à faire sur les ordinateurs. Donc, un changement à gérer, puis un changement au niveau de la formation aussi qu'on avait. Mais je dirais que l'équipe, les mineurs, les gens d'entretien à la ronde, tout le monde a embarqué. Quand ils ont vu le potentiel de ça, tout le monde a embarqué, mais reste qu'il y a quand même un changement au niveau des tâches. Ce qui est habitué de faire depuis 15 ans, c'est plus ça qu'on fait là. Les défis, garder ouvert, l'esprit ouvert au changement. C'est sûr que dans la chaîne d'opération, quand on adresse une portion de l'opération qui était limitatif dans notre opération, une fois que tu as réglé ça, ben, le goulot, il n'est plus là, il est rendu ailleurs. Fait que là, le spotlight, il est rendu ailleurs. Fait que là, on travaille un peu plus sur ces secteurs-là. Donc, ça l'a amené beaucoup de communication qu'il fallait faire. Être prêt à souffrir à court terme. C'est pas vrai que la journée 1 que tu implantes ça, poup, tu fais plus de tonnes. Faut que tu sois prêt à dire, OK, j'ai une période de rodage. Je vais faire un petit peu moins de tonnes par jour avec ce gars-là aujourd'hui parce que ça marchera pas bien au début. Fait qu'il y a des sacrifices à faire, je vais dire, puis on est présentement dans cette phase-là. Être à l'affût des nouveaux dangers. On a implanté du réseau cellulaire. Oui, là, j'ai peut-être été un peu vite. Auparavant, ce qu'on avait sous terre, c'est des radios pour parler à nos travailleurs. Aujourd'hui, l'implantation du LTE sous terre, ça permet que tous nos superviseurs ils ont des cellulaires comme on a ici. Puis, ça permet aussi qu'on ait intégré cette technologie-là dans nos machines pour monitorer où sont nos machines et tous les paramètres d'opération. Est-ce que la machine chauffe? Où est-ce que la machine est rendue? Donc, ça amène plein de choses, mais ça amène aussi des nouveaux dangers. On a du monde avec des cellulaires sous terre. On ne veut pas texter avec un auto, ça se fait pas. Texter avec un 50 tonnes non plus. Donc on gère des réalités qu'on ne gérait pas auparavant. donc c'est ça. Fait que la couverture qu'on avait avant d'avoir le LTE, je vous dirais que c'est peut-être 50 à 60%. Ce qu'on avait avant, le système Wi-Fi avec du leaky feeder, tout ça, on avait 50% de couverture de nos galeries. Aujourd'hui, avec le LTE, moi, j'ai peut-être pas les bons termes, mais la rayonnance de ça fait qu'on couvre pratiquement 100% de la mine. Donc, d'opérer des machines en mode automatisé à partir de la surface, aujourd'hui, c'est pensable, c'est réaliste. Puis on le fait aussi. Donc, ça faisait un petit peu partie des défis. Si on va un petit peu dans la partie plus appliquée ou concrète de ça, LZ5, c'est là qu'on a commencé à l'installation du réseau LTE. Donc, vous voyez l'ancienne fosse qui avait été exploitée. Toutes les galeries qui sont développées en turquoise. Ben, aujourd'hui, le réseau LTE est installé, c'est couvert. Donc, on peut dire qu'on a environ 100% de couverture pour 5 à 6 km de galeries. Donc, notre idée, LZ5, une fois que le réseau LTE est implanté, c'est de faire nos tests au niveau de nos équipements, nos scoops, nos chargeuses navettes, nos camions, opérer ça à partir de la surface, puis les opérer à partir de la surface, mais aussi notre rêve, ça serait à un moment donné les opérer en mode autonome. Donc, les regarder aller. Un scoop qui va charger un camion qui va monter à la surface. Donc, c'est des technologies qui sont sur le point d'être prêtes, mais on va être probablement les premiers à faire ça à partir de sous terre, pour une mine souterraine.
On était la première mine à installer un réseau LTE souterrain. Puis le réseau qu'on a installé, ben, il est prêt aussi pour voyons, le 3G, ça va être le 5G bientôt au niveau de nos cellulaires. Tout ce qu'on a acheté, il est prêt pour le 5G. Peut-être dans les défis qu'on avait aussi, je ne reculerai pas dans mes slides, mais on a fait le choix d'aller dans un réseau privé, c'est-à-dire qu'on s'est acheté une fréquence, on s'est adjoint avec Ambra, qui est un fournisseur de téléphonie cellulaire, puis on a implanté notre réseau. On avait regardé les options d'aller avec un réseau public, Bell ou autre, puis on a fait le choix de prendre notre propre réseau. Au niveau de la ronde, les premières étapes qu'on a faites, ben, vous voyez, ça c'est notre mine La Ronde. On est à 1 km sous terre ici. Présentement, notre zone d'exploitation, c'est de 2,5 à 3 km. Donc, c'est la portion qu'on a installée l'année passée au niveau du réseau LTE. Cette année, ce qui va nous rester à faire, c'est qu'on a une rampe qui nous amène jusqu'en surface. Une rampe qui est à 19 km, donc on va installer ça cette année. Fait qu'on va être couvert dans la rampe jusqu'à cette portion-là, puis 100% des niveaux vont être couverts dans la portion 2,53 km. Fait que chaque ligne que vous voyez correspond à un niveau. Puis si je me tasse d'une slide, chaque niveau va ressembler à ça. Fait que, c'est qu'il y a quand même plusieurs kilomètres de galerie, là. Notre gisement, qui pourrait être illustré, mettons, dans cette portion-ci, là, il y a 1 km de long, à environ à 3 km sous terre. Donc, c'est plusieurs kilomètres de galeries à chaque niveau qui ont été installés. Plusieurs projets de compléter, plusieurs projets en cours, plusieurs projets à venir. Je vous dis, là, on commence à voir le potentiel que ça peut amener, le potentiel que ça peut avoir, même seulement qu'au niveau des communications, employés, superviseurs, on peut penser à un électricien qui est en train de faire un job. Auparavant, il était stock sur sa job. Il a remonté à la fin du chiffre. Il en parlait avec le superviseur. C'était un autre employé qui allait là sur le corps, exemple de nuit. Aujourd'hui, si tu le fil rouge, si tu le fil bleu, il peut faire un FaceTime avec son superviseur, montrer hey, où est-ce qu'il est rendu dans sa job. Donc, tous les gains qu'on va faire avec ça, ça va être exponentiel. Contrôle à distance des équipements. J'en ai parlé tantôt, ça c'est un rêve. Ensuite de ça, tout ce qui est dispatch de camions. Dans des fosses à ciel ouvert, on a des dispatchs qui disent au camion, tu t'en vas à telle pelle, tu t'en vas à telle décharge. C'est pas des systèmes qu'on a sous terre, mais avec une couverture LTE en temps réel à grandeur de la mine. Pourquoi pas, on commence à penser peut-être avoir un dispatch. La Ronde est une mine qui a peut-être une douzaine de scoops puis une quinzaine de camions qui opèrent en même temps. Un dispatch, ça pourrait être payant dans une opération comme la Ronde. Puis l'idée aussi, c'est, une fois que le corps est terminé, ben, on peut continuer d'opérer ces machines-là, puis essayer de faire un petit peu plus de tonnes, puis de se rapprocher ou de se garder à 6000 tonnes par jour. C'est ça qui est l'objectif présentement. Pourquoi c'est avantageux comparativement au Wi-Fi? Meilleure qualité des communications. Tu n'as pas juste ta voix donnée, tu as tout ça. C'est facile à utiliser et à installer. En fin d'année 2018, on a installé 41 km de réseau LTE, les antennes, en 3 mois avec 3 personnes. Donc, c'est quand même relativement facile à installer. Puis, c'est moins cher que le Wi-Fi pour la même couverture. C'est sûr que présentement, c'est un investissement qu'on a fait. On a installé en double, je vais le dire. Mais pour les 10 prochaines années, c'est avec ça qu'on va travailler. Plus fiable, plus robuste, plus flexible. Ouais. Ça, c'est un autre des défis qu'on a. Très bonne question. Très bonne question. Tu sais, aujourd'hui, on est... comment dire, on peut être la cible de cyberattaques de toutes sortes. On l'était déjà. Les gens voulaient avoir nos données. Les pirateurs voulaient avoir nos données, voulaient avoir accès à nos réseaux. Nous autres, c'est sûr que quand on arrive avec des projets comme ça, il faut se parler beaucoup avec nos gens de IT, de technologie de l'information, parce que chaque système qu'on veut implanter, c'est une faiblesse de plus pour être piraté. Donc, il faut être protégé pour ça. Fait que oui, c'est beaucoup de discussions. Je dirais, mettons, nous autres, on veut implanter beaucoup de technologie dans l'opération,
Mais quand tu arrives avec les IT, ben là, faut voir comment on peut marier la sécurité de ça, puis avoir... on veut l'opérer de chez nous à un moment donné. Parce que là, exemple, hier, petit Joe, si on ne pas, il peut s'appeler sa blonde. Présentement, il ne peut pas appeler sa blonde. La question, je ne sais pas si j'entends, j'ai un retour de son, là. La question, c'est le gars, il peut s'appeler sa blonde. Présentement, non, parce qu'on a notre propre réseau. On n'a pas une fréquence belle. Éventuellement, je te dis pas que ça se fera pas, là. Mais présentement, il ne peut pas faire ça. Puis là, pour vivre 19 km, Oui. combien ça prend de temps de la surface à aller au fond? Par la rente? Ouais, je l'ai faite. Je l'ai faite jusqu'à 2,2 km. Surface jusqu'à 2,2 km. Je te dirais que nos véhicules sont barrés à, je vais dire, 20 km/h à peu près, 15-20 km/h. Donc, ça prend 1h45 me rendre à 2,2 km. Fait que rajoute un autre kilomètre. C'est ça. T'es probablement à 2h30 comme il faut. C'est pour ça qu'on a deux puits. Donc c'est ça. Fait que je vous dirais, c'est une vision qui a été bâtie depuis plusieurs années, qui a changé, qui a évolué. Mais l'important là-dedans, avec mes employés, c'est de communiquer cette vision-là, puis de prendre les inputs aussi des gens. Qu'est-ce qui est faisable sur le plancher? Comment on introduit ça? À quelle vitesse on peut introduire ça? Puis je lui parlais tantôt. Il y a 100 idées là, qu'on peut faire avec ça, mais on ne peut pas toutes les faire en même temps. Comment on séquence ça dans le temps? Ben, l'important, c'est beaucoup la communication. Fait que c'est ça que les gens à la ronde ils ont essayé de faire depuis quelques années. Fait que moi, ça compléterait ma présentation. Je ne sais pas s'il y avait des questions sur ce qu'on a présenté aujourd'hui. Oui? Les communications sont instantanées? Oui. Oui, je te dirais que présentement, là, on a opéré des scoops à partir de la surface. On a opéré avec des joysticks à partir de la surface, mais on a un mode aussi après ces équipements-là, exemple les chargeuses navettes, que tu peux remplir ton godet, ton bucket. Tu lui pèses sur un piton, il va aller le décharger lui-même au Grizzly. Fait que nous autres, à la ronde, on a... je vais me remettre un petit peu sur une autre slide. Wow. À la ronde, on a le puits qui nous amène en surface. On a l'autre puits ici qui nous amène à 2,8 km. On a un convoyeur grossier. Donc, pour assurer l'approvisionnement de minerais entre les corps, on a une grosse remorque ou une baie à minerais. Donc, pendant le corps, on remplit ça. À la fin du corps, on mettait un scoop en mode automatisé qui pouvait, je vais dire, pelleter là-dedans, puis alimenter le convoyeur grossier, alimenter le puits 4, alimenter. Donc, vous voyez les gains qui sont possibles, là. Mais oui, c'est en temps réel les communications, puis c'est des choses qui fonctionnent, puis qui sont beaucoup facilitées par le LTE. Là, avec du Wi-Fi, dans un endroit fixe comme ça, c'était facile, mais quand tu commences à t'étendre dans des dizaines et des dizaines de kilomètres de galeries, c'est là que le LTE est la solution. Oui. Rapidement, ce que je devine, et vous l'avez deviné avant moi, je suis sûr, c'est que le 2 heures de temps que enlever les gaz dans la mine, ces machines-là, eux autres peuvent travailler parce qu'ils n'en respirent pas de gaz. Fait que vous gagnez de la productivité là. Mais rapidement, puis je ne vous apprendrai rien, mais je tiens à le dire, je suis un des fournisseurs de Nico Eagle dans le domaine des bois de forage depuis, je dirais, 20 ans, je pense, là. Et je jase avec Pascal Sawyer. On a vu les camions de Pascal Sawyer tout à l'heure du centre du camion, qui lui a également beaucoup de reconnaissance envers Nico Eagle, qui est partenaire avec vous parce que c'est des projets nouveaux. Hein. Pascal Sawyer, il a changé de monde, là, lui, là, avec son camion qui vendait ici puis le camion qui est en haut. Là. C'est deux mondes différents. Oui, il est adapté un peu. Oui, c'est ça. Il a travaillé fort, je pense, là, mais effectivement, je pense qu'il est beaucoup reconnaissant. Je jasais avec un fournisseur de Val-d'Or la semaine passée, qui est un monsieur Damos, qui disait que quand Nico Eagle, des fois, a besoin de produits qui se trouvent à l'extérieur, ben, il appelle un fournisseur de la région, il dit, écoute, on veut tel produit, on serait prêt à payer tel prix, ou il coûte tel prix, quel profit il est prêt à prendre, puis il traite localement, okay, ou régionalement. Donc ça, je pense qu'il n'y a pas bien des gens qui font ça. On a toute la crainte d'Internet sur la planète, le commerce par Internet, Amazon.com, on se dit tout, il va rester quoi dans nos entreprises demain matin?
pour les petits commerçants là, qui vivent tous les jours. Donc, je pense que vous êtes un exemple à suivre au niveau de développement économique dans notre région. Moi-même, pour profiter de votre support depuis plusieurs années, j'ai toujours senti un support d'encourager le local. Donc, je pense que Nico Eagle mérite une bonne plainte d'applaudissement de tout le monde ici ce soir parce que vous êtes un exemple à suivre en développement local. Merci. Mais c'est un bon point. Oui, on essaie d'investir le plus possible en région. On va prioriser la région à 100% du temps. Si on n'est pas capable, on va aller à l'extérieur. C'est toutes des choses qu'on a été capables de faire, je vais dire, avec nos employés, mais avec nos entrepreneurs et tout de la région. On n'a pas tous fait ça tout seul. Pour miner à 3 km, penser d'aller à 3,4, il y a des technologies que c'est des fournisseurs de la région qui ont développées, qui nous ont aidés à implanter ça. Donc, c'est un win-win d'investir. On a l'expertise en Abitibi minière, mais tous nos entrepreneurs, tous nos fournisseurs et tout alentour, on est dans une bonne région pour pouvoir faire des choses comme ça. Quand tu le développes en entour de toi comme ça, c'est que tous les projets que vous avez, fait que vous les exportez tout le temps d'un projet à l'autre. Vous gardez votre intelligence là, humaine en entour de vous autres. Ça, c'est ça qui est bon. Oui, c'est ça, notre mémoire corporative, mettons, là, oui. Donc, il y a des choses qu'on va essayer d'exporter en Finlande, qu'on va amener au Mexique. Chez Agnico, on va favoriser ça aussi. On décolle Méliadine. On a décollé des filtres à presse à Méliadine. Ben, on a des gens du Mexique qui sont allés aider pendant... Ils ont changé de manteau, là, je peux te dire. Mais ils sont allés passer une run de 14 ou 20 jours à Méliadine pour aider le start-up de là-bas. Donc, ça a été beaucoup l'Abitibi qui a participé à décoller nos autres mines, mais là, aujourd'hui, on voit le retour du balancier aussi, fait que c'est le fun. C'est de quoi qu'on favorise beaucoup. D'autres questions? Oui? Non, pour LTE, vous autres, est-ce que c'est la seule mine que, vous dire, est-ce que c'est la seule compagnie au Québec qui fait du LTE ou s'il y en a d'autres, ben vous êtes inspiré d'un autre? Je te parle souterrain. Ouais, je pense pas qu'il y en a d'autres d'installer aujourd'hui, mais là, ça va aller vite. Okay. Tu sais, mettons, c'est tout le temps... Est-ce que vous autres, allez-vous créer une division et dire, je vais offrir des expertises à d'autres mines ou regarder tout? On va regarder pour installer nos mines, mettons, mais on se lancera pas. C'est pas notre core business, mettons. Là. On veut produire de l'or. On a besoin de ça pour produire, mais on se lancera pas dans la commercialisation de ça. Okay. On va l'installer chez nous dans nos autres mines, probablement Goldex, probablement peut-être pas Nunavut tout de suite. Là. Ça prend des antennes un peu, là, mais... Bonjour. Bonjour. Nous, on s'est vu à plusieurs reprises dans les dernières années, mais c'est toujours intéressant de voir l'évolution technologique parce que c'est ce qui est peut-être le plus méconnu de la part de la population, ce qui se fait dans le domaine minier et l'exportation de cette technologie-là à travers le monde. Et c'est ce qui fait aussi qu'actuellement, on ne vit pas la situation des cycles comme antérieurement parce que notre monde, quand il y a des ralentissements, ils sont sollicités partout à travers le monde pour aller partir des mines, pour aller aider des exploitations. Ce que je trouve, c'est important de diffuser cette information-là. Vous le faites très bien. Vos collègues aussi de plus en plus le font. Puis ça, c'est important parce qu'il y a plusieurs compagnies minières, il y a plusieurs types de mines. On parle de mines avec des gros volumes, il y a des mines avec des plus petits volumes, mais qui font aussi au quotidien une différence dans la région. Ce qui est un peu difficile, je trouve, actuellement dans le contexte, il y a beaucoup de gens qui remettent en question l'exploitation minière, mais malheureusement, ils ne la connaissent pas. Et quand on voit des gens comme ici qui viennent, ils sont intéressés, prendre connaissance de ce qu'il y en est, puis oui, il y en a qui vivent dans ce domaine-là, il y en a d'autres qui viennent apprendre, mais je pense que des organismes comme l'ICM, comme les chambres de commerce, mais aussi d'autres organisations dans le monde de l'éducation, aurait intérêt à mieux faire connaître la réalité parce que on le voudra ou non, la région de l'Abitibi-Témiscamingue, c'est une région de ressources naturelles
que ce soit mine, que ce soit forêt, que ce soit en agriculture. Puis en forêt, on a des gens aussi qui font de très beaux exercices qui sont à l'international aussi. Puis malheureusement, ce qu'on voit trop souvent, c'est des gens critiquer l'exploitation des ressources, mais pas prendre conscience de ce que ça a comme plus-value. Fait que merci à vous. Et je suis bien curieux de voir la suite des choses avec l'évolution technologique parce que les mineurs d'aujourd'hui, par rapport à ceux de demain, risquent d'avoir changé substantiellement. Oui, tu as raison. Merci, Guy. Je disais à blague, mettons, avant, on descendait avec notre clé anglaise sur Terre. À cette heure, c'est une clé USB. Tout à l'heure, ça va être un cellulaire, ça va être quoi? Je ne sais pas, mais c'est sûr que le métier de mineur, il a beaucoup changé. J'ai 42 ans. J'ai commencé à géant dormant. On travaillait beaucoup à mitaine, les jacklegs. Ensuite de ça, on a eu la mécanisation. Et là, on s'en va vers l'automatisation qui va être une autre phase. Faut pas voir ça comme une réduction des emplois. Faut voir ça comme, faut pas avoir peur de ça. Tu sais, mettons, c'est ça qui va faire probablement qu'on va miner ici encore dans 20 ans, mon rêve. Mais c'est ça. Il fallait pas avoir peur de la mécanisation. Là, maintenant, il faut pas avoir peur de l'automatisation, je pense. Ça va empêcher les pertes des emplois. Oui, ça va maintenir les emplois. Parce que veut pas, à un moment donné, les gisements sont plus creux. Donc, c'est plus compliqué à éliminer. Ils sont moins riches. Donc, il faut que tu sois plus efficace. Donc, si on veut continuer d'avoir des opérations minières en Abitibi, ben, il faut penser un petit peu différemment de ce qu'on a fait depuis 20 ans. Ben, merci, Daniel. Merci, Robert. S'il y en a qui n'ont pas eu la chance de signer la feuille de présence, elle est en arrière. Levez la main, on va la faire circuler. Quelques petites invitations. Avec l'ICM, avec le refuge Pajot et Forage Rouillé, on organise une cabane à sucre le samedi, le 30 mars. Ça vaut à peine, c'est vraiment agréable comme journée d'activité. Si vous n'avez jamais visité le refuge Pajot, c'est vraiment bien comme expérience. Puis si vous ne l'avez jamais visité d'hiver, ça, c'est une expérience unique. C'est vraiment différent. C'est très le fun aussi. Les prochaines conférences, jeudi cette semaine, on a des conférences boursières qui sont organisées par MI3. C'est vraiment plus pour les gens là, qui sont plus actifs, là, investisseurs dans les entreprises minières particulièrement. Cette semaine, c'est Harford Mining Corporation, Goliath Resources et la troisième, je ne suis pas sûr de le nommer correctement, 21st C, ça doit être Century peut-être, je ne sais pas, Metals. Les trois se donnent à l'atmosphère à midi, jeudi, à Amos. La semaine prochaine, mardi, le 26, exceptionnellement, on fait une conférence à Lassar, avec la Chambre de commerce de Lassar. C'est un souper-conférence. C'est Sochem, c'est Michel Gilbert, le nouveau DG par intérim, qui va venir présenter là, sa vision d'avenir pour Sochem. Si vous voulez vous inscrire, il faut passer par la Chambre de commerce de Lassar. Ensuite, notre prochaine conférence mensuelle, c'est le 9 avril prochain. On travaille sur le conférencier. Un petit changement de dernière minute, fait que on va vous annoncer ça aussitôt qu'on va avoir réglé le problème. Des choses qui arrivent. Encore une fois, si vous avez besoin d'attestation professionnelle, j'ai les documents ici, venez me voir, je vais vous en donner une. Les revues qui sont sur la table en arrière, encore une fois, c'est pour distribution. N'hésitez pas, prenez celles qui vous intéressent. Ça nous en fait moins à ramener. Bonne soirée, puis oui, que j'ai oublié. Ah! Excusez, ça m'arrive souvent. Une chance que j'ai mon garde-fou. Ghislain, c'est le garde, le fou, devinez c'est qui. C'est lequel qui garde? Ah.
C'est assez. Oui, correct. Daniel? On a un présent pour notre conférencier. Un superbe polo. Il va pouvoir faire un défilé de mode avec. Merci. Et, tradition aussi oblige, on a une toile pour notre conférencier. Notre artiste attitré Marie-Josée a un commerce de matériel d'artiste ici à Amos. Là. Si vous en voulez une, vous pouvez suivre des cours. Ah, là, je peux, là. Bonne soirée à tout le monde, puis on se revoit d'un prochain.